Salut chers amis, alors déjà j'espère que vous vous portez bien, que vous profitez du printemps pour revenir dans les clubs et pratiquer tous ensemble. Aujourd'hui on va parler de l'arme la plus populaire dans les dojos traditionnels japonais, le bo. C'est parti. Le bo est l'une des armes les plus populaires du monde des arts martiaux traditionnels japonais. Pourquoi? Parce que déjà il est utilisé dans les arts bushi, il est utilisé dans les arts budo, il ne coûte pas très cher à se procurer, il y en a beaucoup même qui arrivent dans leur cours à négocier le fait de pouvoir faire des katas avec soit des tringles à rideau ou des manches à balai. Donc pour les enfants, c'est une façon de rentrer un petit peu dans la discipline avant de s'équiper. Et puis lorsque l'on souhaite s'équiper, les premiers prix d'entrée de gamme sont quand même extrêmement corrects pour pouvoir pratiquer. On l'utilise autant dans des disciplines telles que l'aïkido que dans le karaté. Il y a de nombreux katas à main nue qui peuvent également se faire avec le bo. Et puis bien sûr, c'est quand même la porte d'entrée idéale dans les kobudo d'Okinawa pour pouvoir entrer à la fois dans la pratique de la discipline par deux que dans le kata, puisque de nombreuses positions sont similaires aux positions traditionnelles, par exemple, du karaté. Donc on a à la fois les kata de kobudo et la manipulation du kobudo d'Okinawa, mais également du kobudo japanisé dans les dojos de karaté japonais, et qui est d'ailleurs prolongé encore aujourd'hui. On peut en voir notamment au dojo de Keio. Et puis, voilà, certains dojos français arrivent quand même à conserver cette discipline, parce qu'il y a quand même un lien de toute façon indissociable entre la pratique à main nue et la pratique des armes d'Okinawa, donc dans les dojos de karaté. Ici, on a plusieurs bo. Je souhaitais vous présenter donc plusieurs modèles. Pourquoi? Parce que certains sont, on ne dirait pas comme ça, mais totalement différents. Le poids va varier, le diamètre va varier, l'essence de bois va varier. Il va falloir faire très attention si vous souhaitez vous équiper en bo, parce qu'il y a des appellations qui ont l'air d'être très traditionnelles japonaises, mais qui sont en fait des appellations un petit peu bas de gamme, ou en tout cas la traduction révèle que le bo en question sera fait avec quelque chose d'un petit peu bon marché. Donc il faut être quand même assez vigilant, surtout qu'à partir du moment où vous souhaitez vous équiper d'un bo avec vraiment du chêne japonais qui a séché plusieurs dizaines d'années, il va falloir quand même mettre une centaine d'euros, là où quand vous allez à Decathlon, vous en avez à partir de 20 balles. Et puis si vous souhaitez vraiment un bo avec un bois un petit peu supérieur, voire une coupe un petit peu meilleure, et dans ces cas-là, il va falloir mettre 200, 250, voire 300 euros. Certains bots peuvent monter à plus de 1000 euros selon les essences de bois. Donc ici, on a des bots circulaires, donc des bots ronds, classiques. On est en chêne rouge et en chêne blanc. Le chêne blanc est un petit peu plus rare que le chêne rouge, donc plus rare égale plus coûteux. Les propriétés sont exactement les mêmes, il est aussi tendre et dur, il est aussi bon dans sa longévité, donc la seule différence c'est l'esthétique. Le chêne blanc étant un petit peu plus prisé des pratiquants d'arts martiaux, il y en a moins, et donc forcément les prix ont augmenté, même on va dire sacrément, c'est-à-dire que maintenant on est à 30 à 40% de plus pour la même arme, qu'elle soit faite en chêne rouge ou en chêne blanc. Donc le chêne blanc c'est Shiro. Shirogashi, c'est le nom donné au chêne blanc. Aka, c'est rouge. Akagashi, c'est le nom donné au chêne rouge. Pour les anciens des arts martiaux qui connaissaient les anciennes compétitions avant l'arrivée des gants bleus et des gants rouges, vous saviez qu'avant, les deux combattants, c'était le blanc et le rouge. Donc c'était Shiro et c'était Aka. Donc on avait déjà cette petite, on va dire, cousinade avec ces nominations japonaises. Donc on a d'un côté Shirogashi, on a ici un bo en chêne blanc, et on a Akagashi, on a en dessous un bo en chêne rouge. Mais très intéressant de voir que sur de très nombreux sites, on va vous proposer soit du Shirogashi, donc du chêne blanc pour le coup assez coûteux, mais pas de Akagashi. C'est un autre terme qui est employé, c'est Ichigashi. Ichigashi, c'est un nom pour symboliser, en tout cas pour dénommer, un chêne rouge, mais on va dire de mauvaise qualité. Il a des propriétés, on va dire, c'est un bois qui est nettement moins bon, qui n'aurait pas été utilisé en temps normal, mais bon, aujourd'hui il y a à la fois pénurie de bois et puis il y a des complications dans les ateliers de fabrication pour pouvoir survivre. Donc on va proposer un chêne de moins bonne qualité,
à un prix peut-être légèrement inférieur. C'est pour ça qu'on a une appellation aussi qui est arrivée désormais qui s'appelle Hon. Et Hon, ça veut dire véritable. Donc quand on est sur du Hongashi, ça veut dire qu'on va être sur un véritable chêne, notamment un chêne rouge. Et si on est dans le Lichigashi, on sera sur un chêne rouge, mais on va dire d'entrée de gamme ou entre guillemets mauvaise qualité, sans vouloir offenser les concepteurs. Donc faites quand même bien attention lorsque vous allez acheter quelque chose, car certains sites, notamment des provenances japonaises, pratiquent quand même des prix assez élevés, et quitte à acheter un chêne de mauvaise qualité, entre guillemets, autant aller à Decathlon et mettre 20 €. Donc vous voyez, on a quand même une sorte de petite, de petite balance à faire, mais bon, derrière, même le Lichigashi, il faut savoir que c'est des bois qui ont vieilli quand même de très nombreuses années dans les ateliers japonais et qui sont faits selon certains critères traditionnels japonais. Là où, bien souvent, dans les décathlons, vous avez des arbres qui viennent soit de France, soit de pays indonésiens, et qui sont faits dans ce qui passe, avec souvent parfois même des gros problèmes structurels. Ils envoient des arbres qui sont déjà un petit peu abîmés. Donc, au niveau du beau, dans l'utilisation, c'est-à-dire en tant que pratiquant, ce qui va vous intéresser, c'est la manipulation, donc comment on va l'avoir en main. Donc il y a deux critères qui vont rentrer en compte. La perception de l'arme lorsqu'on va l'avoir en main, qu'est-ce qu'on va ressentir, et en même temps son poids pour savoir comment on va pouvoir l'utiliser. Une arme qui va être plus légère va pouvoir avoir de meilleures rotations, on l'aura peut-être mieux en main, et une arme plus lourde, peut-être que certains vont largement préférer, personnellement c'est mon cas, avoir une arme beaucoup plus lourde dans les mains, parce que je la sens mieux et je peux pratiquer, on va dire, un petit peu plus en étant dedans. Donc on a ces deux critères-là. En ce qui concerne le côté perception, le bois, certes, va jouer une très très grande part. On l'a vu dans les petits tutos que je vous avais proposés ici sur des armes de l'atelier Aramaki ou de l'atelier Olinuchi, telles que des essences de bois comme le Sunuke ou le Tsubaki, qui sont très spécifiques et qui vont avoir des propriétés, lorsqu'on les touche, ça va être assez génial. Ici, on est vraiment sur deux gros critères, parce que la plupart des baux, en tout cas ceux que vous pouvez trouver encore aujourd'hui, même dans des entreprises japonaises, c'est du chêne. Donc on est du chêne ou du chêne. Donc c'est pas comme si on allait se dire « Ah bah oui, je voudrais un beau en Tsubaki ». Le problème, c'est que le Tsubaki déjà va coûter beaucoup plus cher, alors pire en ébène, parce que là on va aller chercher dans justement des milliers d'euros. Alors oui, la texture sera différente. Par contre, j'espère bien qu'elle sera différente, parce qu'entre un beau à 15-20 balles à Decathlon et un beau à 1000 € qui vient du Japon, si je ne sens pas une différence, je vais verser ma petite larme. Donc ici, on est donc sur du chêne, et malgré ça, on va quand même avoir une sensation, en tout cas de perception dans le maniement. Pourquoi? Parce que certains sont polis, ils sont traités et polis, par exemple, à l'huile de camélia, donc l'huile de Tsubaki, et d'autres sont vernis. Ceux qui sont vernis, forcément, il y a eu plusieurs couches de vernis, ils ont un toucher très lisse, en tout cas, de bois verni classique. Vous avez, des meubles avec des bois vernis et des bois non vernis. Vous voyez bien la différence lorsque vous touchez un bois qui est verni. C'est le cas donc des deux baux qui sont ici. On a ici un beau qui est verni, d'ailleurs on le voit parce qu'il brille beaucoup plus à la lumière. Et juste en dessous, on a un bois donc, en chêne blanc, en shirogashi, qui est verni lui aussi. Celui du bas, c'est le mien. Il est très ancien aussi. Il a pris pas mal d'impact. Il est censé être rond, mais il finit par être un petit peu abîmé. Mais voilà, lui est verni. J'ai fini par, on va dire, apprécier son contact. Même si, depuis que j'ai touché des bois polis, je serais bien tenté de m'équiper en beau de bois poli et non pas verni, parce que le contact étant plus doux, c'est très très agréable. Donc devant moi, j'ai deux bois polis à l'huile de camélia. On a donc un chêne blanc qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Je doute que celui-ci vienne du Japon, je n'ai pas la provenance de celui-ci. Par contre, celui-ci vient d'un atelier japonais et lui est en chêne rouge classique. Un véritable akagashi, et lui est poli à l'huile de camélia, donc on va dire le maniement, le maintien, le contact est extrêmement agréable. Deuxième critère dont je vous parlais tout à l'heure, la faculté de pouvoir le manipuler avec aisance, et ça, c'est le poids. Et le poids d'un beau en chêne va dépendre bien évidemment de la quantité de bois qui le compose. Donc déjà, globalement, il faut savoir qu'un beau, ça fait 1 kg. Approximativement. Le chêne blanc est très légèrement plus léger que le chêne rouge,
Donc en général, on est sur 1 kg sur chêne blanc et 1 kg 100 sur chêne rouge. Un bo, ça a des mesures quand même très spécifiques qu'il faut respecter. C'est ce que l'on appelle un rokuchaku bo. Rokuchaku, ça vient de deux mots. Roku, qui signifie 6, chaku, qui est une unité de mesure, et cette unité de mesure équivaut à 30,1 ou 2 cm. Donc, c'est 30 cm multiplié par 6, roku, ça donne 1,82 m. Donc, ne cherchez pas plus loin. Si vous êtes dans un décathlon et qu'on vous vend un bo d'1,90 m, n'achetez pas, ou en tout cas, il va falloir retailler parce que d'un point de vue pratique traditionnel, on est un petit peu à côté de la plaque. Donc, un bo, c'est 1,82 m. Parfois, on trouve des bots plus petits, notamment pour les enfants, et dans ce cas, ce ne sont pas des rokuchaku-bo, ce sont des go-chaku-bo, c'est 5 chaku, et ça fait 1,51 m. Donc des bots, c'est quand même très spécifique, et on a donc un diamètre. Ce diamètre aussi est spécifique. Le diamètre global général d'un bot, c'est 30 mm, donc 3 cm de diamètre sur les extrémités. Je parle vraiment, bien évidemment, de la partie ronde spécifique qui est ici. Et un bot donc, qui fait 30 mm, donc un sun en mesure japonaise, par rokuchaku, par 1,82 m, fait donc environ 1 kg. Là où justement, on va également trouver des bots qui ont des mesures différentes, que l'on va nommer en boon, et ces mesures vont proposer des diamètres soit de 24 mm, soit de 27 mm. Donc évidemment, on comprend bien qu'un bot qui est plus fin en termes de diamètre, qui fait 24 mm, sera forcément plus léger qu'un bot qui en fait 30. Entre 24 et 30 mm, on a quand même 20% d'écart, ce qui est quand même énorme, ce qui fait que sur un bot qui fait 1 kg, on a quand même 200 grammes en moins, ce qui est donc quand même quelque chose d'assez important. Certains bots également proposent, on va dire, une partie effilée, c'est-à-dire que le centre lui est classique, il fera 27 ou 30 mm. Par contre, les extrémités, elles, feront 24 mm. Ça veut dire que le poids de maintien, l'équilibrage sera vraiment central sur la main qui va tenir le bot en son centre, lorsque l'on fait par exemple des rotations. Et les extrémités, elles seront beaucoup plus légères, donc plus faciles à manipuler. Elles seront peut-être légèrement plus fragiles, mais en tout cas, elles seront beaucoup plus faciles à manipuler. Donc après, c'est votre ressenti, évidemment, dans la pratique des kobudo. Les mains, elles sont pas forcément ici, elles sont même rarement ici, elles sont plutôt ici. Donc tout dépend aussi de ce que vous voulez en faire, de votre utilisation et de la manipulation, du maniement. Certains bots, notamment liés à la pratique des kobudo d'Okinawa, sont ce qu'on appelle les bots hakaku. On en avait discuté un petit peu dans les nunchaku qui sont derrière moi la dernière fois dans un tuto où je vous présentais justement le nunchaku Horinuchi. Les hakaku, ce sont des bots octogonaux. Donc la différence, à part ça, il n'y en a pas, c'est le même poids, c'est la même essence de bois, c'est la même structure, c'est la même longueur, mais ils sont juste octogonaux dans le maniement et ils sont faits pour faire légèrement plus d'impact, on va dire, au toucher lorsque vous faites un travail par deux, là où justement ça pourrait provoquer aussi des petits éclats ou voire même briser l'arme en face. Donc c'est pas forcément conseillé de le faire si vous pratiquez, on va dire globalement dans un dojo, parce que vous pourriez abîmer les armes des camarades. Donc le poids du bot va être évidemment un critère très important. Le respect des mesures traditionnelles est un critère très important que l'on retrouve dans toutes les disciplines impliquant des armes, notamment les armes bushi. Si vous achetez un yaito ou un shinken, vous savez que lors de l'achat du katana, vous avez la longueur de la lame qui est également indiquée en japonais. C'est d'ailleurs les premiers critères de mesure. Les tatamis, si vous vous équipez d'un tatami traditionnel japonais, ça se mesure également de manière traditionnelle japonaise. Donc les bots ne dérogent pas à cette règle. L'essence de bois, elle aussi, bien sûr, va jouer énormément dans le poids du bot, puisque un bois en tsubaki sera plus léger, un bois en ébène sera plus lourd, mais l'ébène déjà coûte très cher, et un bois en ébène, ça risque de faire des dégâts absolument colossaux. De toute façon, voilà, on en parlait dans la sensation, il y a évidemment des grosses différences entre un bot qui va coûter 20 €, 100 € et 1000 €. Il faut bien le dire. Donc déjà, sans chercher plus loin, autour d'une centaine d'euros, lorsque vous importez une arme traditionnelle du Japon, vous avez déjà ce premier choix qui peut se faire directement au panier. C'est est-ce que vous voulez que l'arme soit polie? Est-ce que vous voulez qu'elle soit vernie? Est-ce que vous voulez changer le diamètre
de l'arme? Est-ce que vous placez de 24 à 27 à 30 mm? Est-ce que vous voulez que votre bow fasse 5 chaku ou 6 chaku? Vous voyez, toutes ces choses-là, et éventuellement qu'il soit effilé, voire qu'il soit octogonal. Donc vous avez déjà quand même quelques choix qui sont très importants et qui vont faciliter votre pratique. J'espère avoir déjà éclairé un petit peu votre lanterne sur le monde du bow. On ne croirait pas comme ça, mais oui, il y a quand même des différences, il y a quand même des choses qui sont importantes à savoir quand on veut s'équiper, même si, pour ma part, c'est vrai que franchir le pas et d'aller dépenser des centaines d'euros dans, entre guillemets, un bout de bois, c'est quelque chose qui est encore un petit peu difficile, là où j'ai aucun souci à le faire sur un bokken, sur un yaito, bien sûr, ou sur des armes qui sont, on va dire, taillées plus spécifiquement, comme des nunchaku ou des tonfa. Le bow reste quand même une arme très linéaire. Selon la pratique, voilà, personnellement, même si j'aime beaucoup faire des katas et j'ai un cours de kobudo dédié, je ne suis pas encore allé chercher des armes à un prix très élevé, en tout cas dans cette matière-là. Si c'est le cas, si je franchis ce pas, vous serez les premiers informés. J'en commanderai et je ferai un petit unboxing spécial. Et bien sûr, vous connaissez mes préférences pour les armes Horinuchi ou les armes Aramaki. Donc, quel que soit le site, puisque ce sont des ateliers, des rares, en tout cas, je parle de Aramaki, l'un des rares et derniers ateliers du Japon. Quel que soit le site japonais où vous allez le commander, il y aura forcément des armes de l'atelier Aramaki que vous alliez sur Masamune, sur Seido, sur Tozando, sur beaucoup de sites comme ça qui proposent de l'importation. Vous allez en trouver assez facilement et ça reste quand même un gage de qualité, même si l'atelier Aramaki propose aussi de l'ichigashi, donc du chêne, on va dire, un petit peu bon marché. Donc faites bien attention à tous ces petits critères. Si vous avez une arme de prédilection, si vous avez un bow en particulier, et surtout si vous avez même un bow octogonal, ça peut être très original d'avoir votre ressenti. Personnellement, je n'ai jamais manipulé un bow octogonal. Je l'ai fait avec des nunchaku, je l'ai fait avec d'autres types d'armes, mais le bow pour moi reste encore, en tout cas, une découverte dans la pratique du bow octogonal. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à donner votre ressenti. Je vous dis à très bientôt. Ciao!